Voilà, c'est le live mairie de Paris, élection de Paris. Qui sera le prochain maire de Paris? Nous sommes maintenant au premier tour. Le premier tour est un moment qui est décisif. C'est le moment de présélection pour le second tour. Voilà. Donc maintenant, on va savoir qui sera les finalistes pour devenir le prochain maire de Paris. Après 2 mandats de la maire de gauche, Anne Hidalgo, Paris va trouver un nouveau maire. Vive la France, vive la République française. Je vais rappeler un peu les principaux candidats pour la mairie de Paris. Il y a Thierry Mariani, il y a Emmanuel Grégoire, il y a Pierre-Yves Bonazel, il y a Rachida Dati, il y a Choufa Chikuru et Sarah Knafo. C'est les grands partis, quoi. Donc voilà. On va parler un peu des parcours de chacun. Pour Thierry Mariani, son parcours politique, Thierry Mariani s'engage en politique au sein du Rassemblement pour la République, RPR, dès sa fondation pour Jacques Chirac, né en 1976 à l'âge de 18 ans. Il exerce ensuite plusieurs mandats locaux à Valréas. Maire de la commune de 1989 à 2005, il aide à la construction d'une mosquée de style provençal ne possédant pas de minaret, dont le nom vient d'une sourate consacrée à la Vierge Marie, dans le Coran. Il démissionne en 2005 en laissant un bilan jugé plutôt négatif en raison de la fermeture de toutes les entreprises de cartonnage, principale industrie locale. Durant ces 3 mandats, d'un taux de chômage élevé de 20% des actifs et d'une lourde dette municipale. Il préside pendant 20 ans l'éco-régie d'Orange et fonde l'un des premiers festivals de rue à Valréas. De 1992 à 2015, il est conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Entre 2004 et 2015, il est présent à 7 séances plénières sous 32, une commission permanente sous 40 et 3 commissions thématiques sous 83. Au premier tour de l'élection présidentielle de 1995, il préfère soutenir la candidature d'Édouard Balladur plutôt que celle de Jacques Chirac. Ensuite, il est député du Vaucluse. Thierry Mariani, pour la première fois, est élu député lors des élections législatives de 1993 dans la 4e circonscription de Vaucluse, qui englobe notamment la commune d'Orange et où le Front National est bien implanté. Il est réélu en 1997 dans le cadre d'une triangulaire l'opposant à l'ancien député de gauche Jean-Pierre Lambertin et au maire FN d'Orange, Jacques Bompard. Lors des élections de 2002, un front républicain retrait du candidat socialiste en sa faveur lui permet de l'emporter sous Jacques Bompard. Il est également réélu en 2007 face au candidat du Parti socialiste. À l'Assemblée nationale, il fait partie du groupe RPR, puis du groupe UMP. En 2001, il fait adopter un amendement dans le projet de loi sur la sécurité quotidienne, autorisant la police à saisir le matériel dans les free parties. En janvier 2002, il propose aux côtés de Michel Voisin, de Lionel Lucas, Claude Goasguen et Elie Aboud le vote d'une loi visant à établir la reconnaissance par la France des souffrances subies par des citoyens français d'Algérie, victimes de crimes contre l'humanité du fait de leur appartenance ethnique, religieuse ou politique. Comme la majorité des élus de droite, il milite contre le Pax. Maintenant, on va voir pour Sarah Knafo. Sarah Knafo, elle est députée du parti Reconquête de Éric Zemmour. Son parcours politique. Durant ses études à Sciences Po de 2013 à 2007, Sarah Knafo rejoint l'Union nationale interuniversitaire UNI ainsi que l'association étudiante critique de la raison européenne, CRE, qui défend des positions souverainistes et eurosceptiques. Dans ce cadre, elle rencontre Hubert Védrine, Jean-Pierre Chevènement, Régis Debray, Alain Finkielkraut et Marie-France Garon. Le monde l'a séduite par le sarkozysme de 2012, époque à laquelle
Elle adhère à l'Union pour un mouvement populaire UMP. Elle rencontre Henri Guénaud en 2014, puis distribue des tracts parmi les jeunes avec Guénaud. Si elle laisse volontiers dire qu'elle a été sa collaboratrice parlementaire, Le Monde précise que c'est à la surprise de la véritable collaboratrice qui ne l'a jamais vue au bureau. En 2015, alors adhérente à l'UMP, elle se déclare favorable à la création d'une section étudiante du Front National à Sciences Po, en vue de la primaire de la droite et du centre de 2016. Elle soutient Henri Guénaud, qui ne se porte finalement pas candidat. En 2018, durant sa scolarité à l'ENA, Sarah Knafo effectue un stage à l'ambassade de France en Libye, alors installée à Tunis. Elle travaille sur les routes migratoires, puis valorise cette expérience lors d'un second stage à la Direction générale des étrangers en France. Selon l'Express, elle aurait rédigé durant ces stages un guide de pratique à destination de l'administration centrale pour faciliter les procédures d'expulsion des clandestins. Une affirmation démentie par un patron d'administration qui assure au contraire qu'en 4 jours d'observation, elle n'a réalisé aucune contribution. Selon Le Monde, le journal rapporte par ailleurs le témoignage de nombreux mensonges effectués les yeux dans les yeux qui en font une personnalité caméléon, capable de faire plaisir à ses interlocuteurs sans dévoiler son propre positionnement parfois opposé. En 2019, son classement à la fin de ses études à l'ENA lui ouvre la porte des grands corps de l'État. Elle devient auditrice à la Cour des comptes en 2020. Au printemps 2020, elle fait partie de la brigade qui contrôle les comptes annuels du Palais de l'Élysée. Au printemps 2020, elle intervient à la préfecture de Seine-Saint-Denis en tant que haut fonctionnaire en renfort Covid-19. Cette action lui vaut d'être décorée de la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement sur décision du préfet Georges-François Leclerc. Rachida Dati maintenant. Quel est le parcours politique de Rachida Dati? Rachida Dati. Rachida Dati. En 1987, Rachida Dati effectue un stage en tant que chargée d'études auprès de la direction comptabilité finance du groupe F Aquitaine grâce à Albin Chalandon, qu'elle rencontre lors d'une réception à l'ambassade d'Algérie en France. Elle poursuit en parallèle des études supérieures en sciences économiques et gestion des entreprises. Après une rencontre avec Jean-Luc Lagardère en 1990, elle entre à la direction de l'audit et de Matra Communication. Puis en 1993, passe un an à Londres auprès de Jacques Attali à la Baird. Toujours dans l'audit, l'année suivante, de retour en France, elle occupe le poste de secrétaire général du bureau d'études sur la ville de la Lyonnaise des Eaux. Durant sa formation d'auditrice de justice, elle aurait reçu un blâme du procureur de Péronne pour avoir manqué de respect aux fonctionnaires du greffe. Se rendant souvent à Paris pendant la semaine, elle est convoquée par le président de la cour d'appel d'Amiens, qui lui reproche de disposer de son temps à volonté et qui l'avertit qu'il va envoyer un rapport sur elle à la direction des services judiciaires. Elle est candidate à un poste d'auditrice au Conseil d'État, dont elle connaît bien le vice-président Marceau Long. En dépit de la qualité de ses recommandations émanant de personnalités prestigieuses, sa candidature est refusée. Elle prend l'habitude de sous-traiter ses dossiers avec un cabinet d'avocats, au point qu'elle se fait réprimander à ce sujet par son supérieur. Le Point indique en 2008, des âmes charitables affirment qu'à l'heure de la curée, Rachida Dati, qui connaît les histoires de la famille et du département des Hauts-de-Seine, pour s'être occupée pendant quelque temps en 2005 du secteur sensible des marchés publics, saura, le cas échéant, se rappeler aux bons soins de son protecteur. Peu après sa sortie du gouvernement, à l'été de 2009, elle fonde une entreprise de conseil dénommée La Bourdonnais.
l'abandonner consultant, qu'elle doit dissoudre en 2010 pour pouvoir accéder à titre dérogatoire à la profession d'avocat. Elle reste toutefois juge en disponibilité à compter du 14 juillet 2012 pour une durée de 2 ans. Toujours magistrate, elle est mise en disponibilité du 11 mars 2019 à la cessation de son mandat de maire. Son parcours politique. Selon le Parisien, Rachida Dati avait envisagé de se présenter aux élections européennes de 1994 sur la liste conduite par Michel Rocard, mais a finalement renoncé avant le vote des militants socialistes. En 1994, le ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou, la nomme avec l'inspectrice de l'Éducation nationale, Hanifa Cherifi, chargée de mission pour la question du voile islamique à l'école. En décembre 2002, elle devient conseillère de Nicolas Sarkozy et travaille sur le projet de loi pour la prévention de la délinquance au ministère de l'Intérieur. Elle est nommée conseiller technique en avril 2004 au cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Entre janvier et juin 2005, elle est directrice générale adjointe des services du Conseil général des Hauts-de-Seine. Chargée des affaires juridiques et des marchés publics, après un mois en tant qu'administratrice territoriale, en juin 2005, elle réintègre le cabinet du ministre de l'Intérieur en tant que conseillère technique à nouveau, avant d'adhérer, en décembre 2006, à l'Union pour un mouvement populaire, UMP. Elle est nommée le 14 janvier 2007 au soir porte-parole de Nicolas Sarkozy en duo avec Xavier Bertrand, désigné le même jour candidat de l'UMP à l'élection présidentielle. Rachida Dati est par ailleurs membre de l'Institut Montaigne, du club Le Siècle, et cofondatrice du club Le XXIe siècle. Maintenant, on va parler de Emmanuel Grégoire, qui est aussi candidat pour la mairie de Paris 2026. Qui sera le prochain maire de Paris? Malgré la tradition marxiste familiale, Emmanuel Grégoire se tourne vers la social-démocratie et adhère au Parti socialiste en 2002, soutenant Lionel Jospin lors de l'élection présidentielle de 2002. Il milite dans la section du 12e arrondissement de Paris, gravissant les échelons de l'appareil socialiste. Il devient secrétaire de la section de cet arrondissement, puis se voit en 2008 proposer la direction de la campagne municipale du même 12e arrondissement. Bertrand Delanoë est réélu, il intègre le cabinet de Jean-Louis Messica, l'adjoint chargé de l'innovation, de la recherche et des universités. Repéré par le directeur de cabinet Nicolas Revel, Emmanuel Grégoire devient en 2010 chef de cabinet du maire de Paris jusqu'en 2012, à la suite de la victoire de François Hollande à l'élection présidentielle de 2012. Recruté pour l'Élysée, il rejoint le cabinet du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, d'abord comme chef de cabinet adjoint, puis comme chef de cabinet jusqu'en avril 2014. En parallèle de son engagement politique, il travaille de 2008 à 2016 comme associé pour l'entreprise de conseil médical B2GE Conseil. Adjoint à la mairie de Paris de 2014 à 2024, après la démission de Jean-Marc Ayrault, Emmanuel Grégoire retourne à la mairie de Paris. Élu dans le 12e arrondissement lors des élections municipales de 2014, il devient adjoint de la nouvelle maire de Paris, Anne Hidalgo. D'abord chargé des ressources humaines, des services publics et de la modernisation de l'administration de 2014 à 2017, puis du budget et de la transformation des politiques publiques de 2017 à 2018. Le 24 septembre 2018, il succède à Bruno Julliard comme premier adjoint d'Anne Hidalgo. Il quitte alors ses fonctions de premier secrétaire de la Fédération de gauche de Paris, auquel il avait été élu en 2015. Catherine Baratti-Elbaz, ayant décidé de ne pas se représenter à la mairie du 12e arrondissement,
Emmanuel Grégoire est investi tête de liste de l'arrondissement, où il réside depuis plus de 20 années, pour les élections municipales de 2020. Sa liste fusionne au second tour avec celle des écologistes et remporte l'arrondissement, à la suite du vote du Conseil de Paris du 3 juillet 2020. Il demeure premier adjoint d'Anne Hidalgo et laisse donc le siège de maire du 12e arrondissement à l'écologiste Emmanuel Pierre Marie. Durant le second mandat d'Anne Hidalgo, il est notamment chargé de l'urbanisme, mission dans laquelle il parvient à rapprocher les positions des diverses composantes de la majorité municipale pour soutenir l'adoption d'un nouveau plan local d'urbanisme bioclimatique, conciliant le développement des espaces verts et des logements à loyer maîtrisé, qui est adopté en juin 2023. Sa relation avec Anne Hidalgo se dégrade après l'échec de cette dernière à l'élection présidentielle de 2022 et à la critique des buts et des frais de sa mission à Tahiti. La maire de Paris s'estimant mal soutenue par son premier adjoint. Emmanuel Grégoire donne un tournant national à sa carrière politique en se présentant dans la 7e circonscription de Paris lors des élections législatives de 2024. Opposé à Clément Beaune, qui est le député sortant, il remporte le scrutin dès le premier tour. Il transmet sa charge de premier adjoint à la maire de Paris, à Patrick Bloch, en conformité avec les règles de non-cumul des mandats, alors que Lamia El Haraj lui succède comme adjointe à l'urbanisme. Maintenant, on va voir la prochaine candidate, Sophia Chikirou. Elle est du parti de la France Insoumise. Son parcours politique. À l'âge de 18 ans, en 1997, Sophia Chikirou adhère au Parti socialiste de gauche. Dans les années 2000, elle est proche de Caroline Fourest et signe dans Prochoix. Elle défend des positions laïques et cible une gauche repentante, prête à se compromettre avec les islamistes. De 2002 à 2007, elle est assistante parlementaire du député du 20e arrondissement de Paris, Michel Charzat. Elle est à partir de novembre 2005 porte-parole de Laurent Fabius dans le cadre de la campagne de ce dernier pour être investi par les militants socialistes pour l'élection présidentielle de 2007. Elle fait alors la connaissance de Jean-Luc Mélenchon, un autre soutien de Laurent Fabius. Soutenue par Michel Charzat, qui ne peut pas se représenter du fait des cumuls des mandats, elle est candidate à l'investiture des militants du Parti socialiste pour la 21e circonscription de Paris, pour les élections législatives. Après la désignation de Georges-Paul Langevin, ancienne présidente du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, MRAP, justifiée par le Bureau national du Parti socialiste, au nom de la représentation à l'Assemblée nationale des Antillais vivant en métropole. Michel Charzat se présente en candidat dissident. Sophia Chikirou et sa suppléante, après une campagne difficile, ils sont battus et exclus du Parti socialiste. À une date inconnue, elle rejoint le parti de gauche fondé par Jean-Luc Mélenchon. Selon l'Obs, Sophia Chikirou aurait été brièvement et à 2 reprises l'assistante parlementaire de Jean-Luc Mélenchon lui-même, fin 2010, indiquant son adhésion au parti à partir de cette période. À travers sa société Mediascope, elle assure la communication des campagnes de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle de 2012, celle de l'élection présidentielle de 2017,
ainsi que pour la campagne de Manon Bré lors des élections européennes de 2019. Elle se présente pour la première fois à un scrutin lors des élections régionales en juin 2021 où elle est tête de liste à Paris. Pour la liste menée par Clémentine Autain au niveau régional, sa liste obtient dans le département 11% des suffrages exprimés et finit en 5e position. Après la fusion des listes de gauche, elle y figure en 3e position en Essonne, sous la liste unifiée menée par Julien Bayou, et élue conseillère régionale. Zulfa Chikirou se présente aux élections législatives 2022 dans la 6e circonscription de Paris. Investie par la nouvelle Union populaire écologique et sociale, cette circonscription couvre une partie du 11e arrondissement et 20e arrondissement de Paris. Zulfa Chikirou est élue députée de premier tour le 12 juin avec 53% des suffrages exprimés. Elle est élue à la fois à l'Assemblée nationale et au Conseil régional d'Île-de-France, alors qu'elle s'était engagée, comme tous les autres élus de son parti, à ne pas cumuler deux mandats. Elle met en avant la nécessité de garder un groupe insoumis au Conseil régional pour justifier ce cumul, lequel disparaîtrait en cas de démission du fait d'un nombre insuffisant d'élus. Député de Paris. À l'Assemblée nationale, Zulfa Chikirou siège à la Commission des affaires économiques, avec le député Charles de Rodwell du Parti Renaissance. Elle est désignée en 2023 rapporteur d'une mission sur les dispositifs de soutien à l'export et la l'activité économique. Parmi le groupe La France Insoumise, Zulfa Chikirou est considérée comme fortement influente. Réinvestie par le nouveau Front populaire lors des élections législatives 2024, elle est élue au premier tour avec 58%. En mai 2025, elle participe à la marche du régiment immortel, un événement organisé à Paris dans sa circonscription pour commémorer la victoire des Alliés sur le nazisme. Selon le Canard enchaîné, cette manifestation rassemble principalement des militants pro-Poutine, portant un discours critique envers l'OTAN et l'Union européenne. Chikirou déclare avoir été invité par le Conseil francilien du mouvement de la paix et justifie sa présence par un hommage aux combattants de la Seconde Guerre mondiale. Et arrêt sur image révèle que le Canard enchaîné a en réalité confondu deux rassemblements distincts à Paris à des heures différentes et organisés par des groupes différents. L'un des défilés, celui auquel Chikirou a assisté, était organisé par le mouvement de la paix et non par les associations pro-russes à l'origine de la marche pro-Poutine. Le Canard enchaîné publie un autre article sur le même sujet la semaine suivante, reconnaissant l'existence des deux manifestations distinctes, mais dit que les deux manifestations portent le même nom et sont organisées tous les deux par des associations pro-russes. Le Conseil francilien du mouvement de la paix reprenant nombre de thèmes de propagande chers au Kremlin. Elle déclare en septembre 2025 que la Chine n'est pas une dictature, mais plutôt un système politique à parti moins unique que dominant, en référence au Parti communiste chinois. En juillet 2025, son rapport parlementaire sur les relations sino-européennes reprend, selon le Canard enchaîné, complaisamment la plupart des thèses défendues par Pékin. Pour le sinologue Paul Charon, ce rapport est très positif pour les autorités chinoises. Le point évoquant un rapport obséquieux envers Pékin. Maintenant, on va parler du prochain candidat, Pierre-Yves Bournazel, du Parti Renaissance. Élu Conseil de Paris en mars 2008 et président du groupe UMP du 18e arrondissement,
Il apporte, à l'occasion des élections sénatoriales de septembre 2011, son soutien à Pierre Charon et figure en 5e position sur la liste majorité présidentielle UMP dissident, qui obtient 8% des suffrages exprimés, puis remporte un siège de sénateur qui lui échoua. Dans le cadre des élections municipales de 2012, il obtient l'investiture UMP dans la 18e circonscription de Paris, où il reçoit le soutien d'Alain Juppé, ancien élu de l'arrondissement. Il arrive en 2e position au premier tour avec 22% derrière le député PS sortant Christophe Caresche, 45%. Au second tour, il obtient 30% contre les 70% de son adversaire réélu, un score en dessous de celui réalisé par Jeannette Bougrade lors de l'élection législative de 2007 avec 36%. Depuis 2013, il est candidat aux primaires de la droite parisienne afin de désigner le chef de liste de file de l'UMP lors des élections municipales de 2014. Il est en compétition avec l'ancienne ministre Nathalie Kosciusko-Morizet, le maire du 1er arrondissement Jean-François Legarrey et Franck Marguin. Parmi les mesures de son programme, il propose notamment la création d'une police municipale à Paris, d'une cité de l'innovation dans le nord-est de la capitale, l'extension des zones touristiques, l'ouverture nocturne du métro le week-end ou encore la création de taxis réservés aux femmes. Il considère en outre que certaines bonnes mesures prises par Bertrand Delanoë doivent être conservées, comme le Vélib ou la Nuit Blanche. Il demande le 31 mai l'annulation formelle du scrutin, invoquant l'impossibilité pour les électeurs de s'inscrire pour le scrutin et pour d'autres une inscription forcée. Un accord est finalement trouvé. Il termine 3e. Nathalie Kosciusko-Morizet emportant la première place dès le premier tour et faisant de lui l'un des porte-parole de sa campagne parisienne. Il est la tête de liste UMP-UDI-MODEM dans le 18e arrondissement pour les élections municipales de 2014 à Paris et obtient au second tour avec 38%. Il est réélu conseiller de Paris et devient vice-président délégué du groupe UMP au Conseil de Paris. En 2016, il est mis en cause ainsi que Geoffroy Didier et Géraldine Poirot-Gauvin pour avoir bénéficié en 2011, alors inconnu du grand public, de coûteuses formations en media training financées par l'argent public. Formations dispensées par une filiale de Big Malion, pour lesquelles ils sont également prestataires. Si la pratique n'est pas illégale, elle est dénoncée à droite comme à gauche. Le 11 mars 2019, il se déclare candidat à l'élection municipale de Paris de 2020. En dehors des partis, il publie à cette occasion le livre Revoir Paris. Il quitte en juin 2019 le groupe LRI au Conseil de Paris pour fonder et présider le groupe 100% Paris, qui compte fin juin 20 élus, dont 3 maires d'arrondissement, Jean-François Legarrey, Philippe Goujon et Florence Berthoud, jusque-là président du groupe LRI. Le 16 janvier 2020, il renonce à sa candidature aux élections municipales de 2020 à Paris, en se ralliant à Benjamin Griveaux, après avoir vainement essayé de monter une alliance à 3 avec celui-ci et Cédric Villani. Au premier tour des municipales dans le 18e arrondissement, sa liste arrive en 3e position avec 16% des voix et arrive 3e au second tour, derrière le candidat Les Républicains, qui avait fait 11% au premier tour. Il est réélu conseiller de Paris et il devient alors président du groupe indépendant et progressiste, GIP, au Conseil de Paris.
En 2022, dans le cadre de sa candidature à réélection en tant que député de la 18e circonscription de Paris, il reçoit le soutien des socialistes Bertrand Delanoë. Lointain prédécesseur et Christophe Caresche, prédécesseur immédiat, il est battu au second tour par Aymeric Caron. Pierre-Yves Bournazel est élu conseiller régional en mars 2010 sur la liste de Valérie Pécresse, où il s'occupe pour l'UMP du dossier du Grand Paris. Il est tête de liste départementale Les Républicains, UDI, Modem à Paris. Dans le cadre de la campagne de l'élection régionale de 2015 en Île-de-France, conduite par Valérie Pécresse. Au second tour, la droite est minoritaire à Paris, mais l'emporte sur le total de l'Île-de-France. Pierre-Yves Bournazel est réélu conseiller régional et quelques jours plus tard, il devient délégué spécial de la région pour la candidature de Paris aux Jeux olympiques d'été de 2024 et président de la commission du film d'Île-de-France. Activité militante. En février 2011, Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, le nomme secrétaire national de l'UMP, chargé des grandes métropoles et membre du bureau politique de l'UMP. À cette époque, il est également coprésident avec Géraldine Poirot-Gauvin du laboratoire d'idées Génération Parisienne, GPS, qui se veut en rupture avec la direction de l'UMP parisienne, dirigée par Philippe Goujon, président de la fédération UMP, et de Jean-François Lamoux, président du groupe au Conseil de Paris. L'association ne semble plus active depuis mars 2012. Il soutient Alain Juppé pour la primaire présidentielle des Républicains de 2016. En raison de l'affaire qui éclate pendant la campagne présidentielle, il renonce à soutenir François Fillon, candidat investi par LR républicain. Pierre-Yves Bournazel est de nouveau candidat dans la 18e circonscription de Paris, sous l'étiquette Les Républicains. Lors des élections législatives des 11 et 18 juin 2007, opposé à l'ancienne ministre du Travail Myriam El Khomri, il termine en tête lors du premier tour avec 31% des voix. En vue du second tour, il reçoit le soutien d'Édouard Philippe alors que Myriam El Khomri se prévaut du soutien d'Emmanuel Macron. Il est élu avec 53% des voix. Bien qu'élu sous l'étiquette Les Républicains, il quitte le parti peu après son élection pour participer au lancement du parti Agir. Le 20 juin, il annonce rejoindre le groupe Les Constructifs Républicains UDI Indépendants. Il siège ensuite au sein du groupe UDI Agir et Indépendants, puis participe à la fondation en mai 2020 du nouveau groupe Agir Ensemble. En décembre 2020, Pierre-Yves Bournazel rend à l'Assemblée nationale un rapport d'information sur l'évaluation de la lutte contre la contrefaçon. En novembre 2021, sur la base de son rapport, il défend avec Christophe Blanchet une proposition de loi modernisant la lutte contre la contrefaçon. Celle-ci est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Pierre-Yves Bournazel est rapporteur avec Aurore Berger d'une mission sur l'avenir de la filière audiovisuelle et sa régulation à l'ère du numérique. Maintenant que j'ai présenté tous les candidats de la mairie de Paris pour 2026, on va voir un peu en détail leur profil. Pour Thierry Mariani, il a été ministre des Transports. Le 14 novembre 2010, dans le gouvernement Fillon III, Thierry Mariani est nommé secrétaire d'État chargé des Transports auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Il devient ministre avec les mêmes attributions lors du remaniement du 29 juin 2011. Retour à l'Assemblée nationale. Secrétaire national
Chargé des Français de l'étranger à partir de 2000, au RPR puis à l'UMP, Thierry Mariani se présente aux élections législatives de 2012 dans la 11e circonscription des Français établis hors de France, qui regroupe 49 pays de la zone Asie, Russie et Océanie. Certains de ses adversaires dans la campagne pour cette élection lui reprochent d'avoir exploité des déplacements faits dans le cadre de sa fonction de ministre à des fins électorales. Le 17 juin 2012, au second tour de scrutin, il est élu avec 52% des suffrages exprimés face au socialiste Marc Villard. Il est l'un des députés UMP à se abstenir sur le pacte budgétaire européen en octobre 2012, la plupart des membres de son parti ayant voté pour. Au congrès de l'UMP de 2012, il défend la motion droite populaire, qui arrive cinquième du vote des adhérents avec 10% des suffrages exprimés, ce qui lui permet d'être considéré comme un mouvement représentatif du parti. En février 2013, dans le cadre de la direction partagée entre Jean-François Copé et François Fillon, Thierry Mariani devient vice-président de l'UMP avec plusieurs autres personnalités. En décembre 2014, Nicolas Sarkozy, élu président de l'UMP, le nomme secrétaire national du parti chargé des Français de l'étranger, alors que Sarkozy lui proposait de le reconduire à ce même poste en tant que député national au sein des Républicains. En 2015, il décline l'offre. Thierry Mariani soutient François Fillon pour la primaire française de la droite et du centre de 2016. En juin 2017, Thierry Mariani est battu au second tour par la candidate de la République En Marche, Anne Genetet, dans la 11e circonscription des Français établis hors de France, Europe de l'Est, Russie, Asie et aussi Océanie. Il tient l'affaire Fillon pour responsable de ce résultat. Avant son élection à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez lui propose un poste de délégué aux affaires internationales qui ne lui est finalement pas attribué. Il est membre du comité d'éthique de la chaîne russe RT France de son lancement en 2007 à fin 2018, quittant ce poste lorsqu'il décide de renouer avec la politique pour pouvoir passer davantage à l'antenne. À plusieurs reprises, Thierry Mariani appelle à engager des discussions avec le Front National en vue d'une entente de la droite. Déjà en 2002, Marine Le Pen l'invite à rejoindre son parti. En 2015, il déclare à ce sujet « Ça fait 30 ans que je m'entends dire que je me rapproche du FN. C'est ridicule. Je ne suis absolument pas en accord avec ce parti qui se veut à droite sur le sujet régalien, mais a des positions de gauche archaïques sur le social. » En juin 2017, le Lab indique qu'il envisage ce rapprochement en période de crise pour son camp. Allant à l'encontre de la position officielle de Laurent Wauquiez, il plaide en mars 2018 pour discuter d'accords avec le FN. Estimant que le parti frontiste a changé, que LR s'est coupé des centristes et qu'il faut trouver de nouveaux alliés, il déclare par ailleurs « Quand Jean-Marie Le Pen dirigeait le FN, j'étais plutôt d'accord sur les questions économiques, mais pas sur le reste. Avec Marine Le Pen, c'est un peu le contraire. » Il affirme également le programme du FN est quasiment celui du RPR en 1992. Je ne vois pas en quoi il est fasciste ou raciste. Thierry Mariani exprime par ailleurs son soutien à d'autres mouvements ou figures de l'extrême droite. Il a été proche de Pierre-Marie Guastavino, l'un des dirigeants du club de l'horloge. À l'occasion du suicide en 2013
de Dominique Venère, figure de l'extrême droite. Il salue des convictions et une vraie conception de la France. En octobre 2018, il signe une pétition en soutien à des militants de génération identitaire, poursuivis en justice, appelant à l'abandon des charges à leur encontre. Député au Parlement européen, Marie Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan lui proposent de rejoindre les listes de leurs partis respectifs pour les élections européennes de 2019. L'annonce de son départ des Républicains pour rejoindre aux européennes la liste du Rassemblement national, nouvelle dénomination du FN, a lieu début janvier 2019. Il figure en troisième position sur la liste. Il déclare alors n'avoir pas adhéré au RN. En juin 2021, le Parlement européen place 6 députés européens français, dont Thierry Mariani, sur une liste noire, leur interdisant d'effectuer des missions d'observation d'élections à l'étranger pour le Parlement européen. L'Assemblée reproche à 5 élus RN d'avoir bénéficié de voyages luxueux, les ayant conduits à produire des rapports positifs sur la tenue d'élections en Crimée et au Kazakhstan, qualifiés de faux voyages d'observation. Thierry Mariani dénonce une sanction politique. Son interdiction est valable durant la durée de son mandat jusqu'à la fin 2024. En mai 2024, la liste du Rassemblement national pour les élections européennes est officiellement déposée. Selon des informations obtenues quelques jours plus tôt, Thierry Mariani y figure en 9e position. Malgré son recul de 6 places par rapport à 2019, il est assuré d'être réélu. La liste finale confirme cette information et il est effectivement réélu. Membre de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, a fait lors de la précédente législature, Thierry Mariani en est écarté par Jordan Bardella en raison de sa position sur la guerre en Ukraine. Maintenant, on va voir le profil de Sarah Knafo, qui est aussi candidate pour la mairie de Paris 2026. Sarah Knafo est candidate en 3e position sur la liste de reconquête aux élections européennes en France, avec comme tête de liste Marion Maréchal. Durant la campagne, les médias évoquent des tensions. Marion Maréchal refuse la confrontation directe avec le Rassemblement national, conduit par Jordan Bardella, tandis que le couple Zemmour-Knafo se rapproche des Républicains. Face à la montée du RN, Reconquête ayant finalement dépassé le seuil des 5% des voix et obtenu 5 parlementaires, Sarah Knafo devient députée européenne. En raison de désaccords stratégiques aux élections législatives anticipées de 2024, 4 autres élus, Marion Maréchal, Nicolas Bay, Guillaume Pelletier et Laurence Trochu, quittent le parti. Il rejoint le groupe des conservateurs et réformistes européens, CRE, présidé par le parti Fratelli d'Italia de la présidence du Conseil italien Giorgia Meloni. Sarah Knafo reste membre de Reconquête et siège au Parlement européen au sein du groupe ENS, députée européenne. Élue députée européenne en 2024, Sarah Knafo siège au groupe l'Europe des nations souveraines, créé en juillet 2024 et dont elle est vice-présidente. Le groupe européen, l'Europe des nations souveraines, coprésidé par René Host et Stanislas Katiska, et comptant des députés issus de 8 États membres, dont l'alternative pour l'Allemagne, AfD, revendique sa qualité de souverainiste et eurosceptique. Il est décrit comme une formation
deux extrêmes droites distinctes, des Patriotes pour l'Europe, menée par Jordan Bardella, et placée encore plus à droite, à l'extrême droite absolue de l'hémicycle. Parmi ses prises de position publiques au Parlement, Sarah Knafo a notamment indiqué avoir voté pour les 2 motions de censure visant la commission présidée par Ursula von der Leyen. Selon La Croix, elle est devenue en 2025 la principale figure médiatique du parti Reconquête. Sarah Knafo, candidate à la mairie de Paris, elle annonce aux 20h de TF1 se porter candidate à la mairie de Paris lors des élections municipales de 2026. La forme de sa campagne électorale, Une ville heureuse, est un plagiat sur la forme de celle de Zoran Mandani lors des élections municipales de New York, avec un programme diamétralement opposé sur le fond, dont la haine en plus selon El País. Pour la politiste Frédérique Matonzi, sa campagne pour la mairie de Paris présente la députée européenne Reconquête sous un jour avenant et inoffensif. Son programme lui avance une politique ultralibérale, consumériste et sécuritaire, typique de l'extrême droite. En mars, elle demeure toutefois créditée d'à peine 10% dans les sondages, loin derrière Emmanuel Grégoire et Rachida Dati. Maintenant, on va parler de Rachida Dati, qui est aussi candidate à la mairie de Paris. Rachida Dati conduit la liste UMP Nouveau Centre aux élections municipales de 2008, dans le 7e arrondissement de Paris, après avoir envisagé un moment de se présenter dans le 12e arrondissement. Sa liste manque de peu de l'emporter au premier tour, obtenant 49% des suffrages. Au second tour, elle emporte avec 57% contre 27% à la liste de gauche et 15% à celle du MoDem. Elle est l'une des 5 élus UMP-NC de l'arrondissement à être élue au Conseil de Paris. Le 29 mars 2008, le Conseil d'arrondissement l'élit maire du 7e arrondissement. À la mairie, Rachida Dati se mobilise notamment en faveur du démontage du mur pour la paix, un monument de verre installé en 2000 car il obstrue la perspective classée de l'école militaire à la Tour Eiffel. Ses propos sur l'autrice du monument, Clara Atler, et son époux Marek Atler, lui valent une condamnation pour diffamation par la Cour d'appel de Paris en 2012. En 2014, la Cour de cassation casse sans renvoi cette condamnation, estimant que les propos de Rachida Dati ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression. En octobre 2012, elle lance le mouvement des Sardines pour lutter contre la fermeture des voies sur berge à Paris et en demander la révision. Après avoir déclaré vouloir se présenter contre François Fillon aux élections législatives de 2012 dans sa circonscription parisienne, Rachida Dati y renonce. Elle fonde ensuite avec des élus UMP le collectif à droite toute, afin de renforcer la place des femmes dans la société. Dans la perspective des élections municipales de 2014 à Paris, elle annonce qu'elle souhaite se présenter à la primaire de l'UMP pour être tête de liste dans la capitale. Mais elle retire sa candidature en avril 2013, estimant que Nathalie Kosciusko-Morizet a déjà été choisie par les médias et le système. Tête de liste UMP UDI Modem dans le 7e arrondissement, elle emporte avec 55% des suffrages exprimés au second tour. Devant la liste d'Yves à droite de Christian Leroux
et la liste de gauche conduite par Capucine Edou. Elle est réélue maire de l'arrondissement le 13 avril 2014. En septembre 2015, elle est suspendue du groupe Les Républicains, ex-UMP, au Conseil de Paris à la suite du non-paiement au parti de sa cotisation de 100 € par mois depuis plus de 5 ans, pour un montant total de 6 500 €. Elle soutient Nicolas Sarkozy pour le premier tour lors de la primaire présidentielle des Républicains de 2016. Dans le cadre de sa campagne, elle est nommée conseillère politique. Pour le second tour, Rachida Dati soutient François Fillon. Dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2017, qui oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron, elle annonce qu'elle votera pour le candidat En Marche. Elle parraine ensuite Laurent Wauquiez pour le Congrès des Républicains de 2017 qu'il remporte. Maintenant, on va parler de Madame Jofa Chekirou, qui est aussi candidate à la mairie de Paris 2026. Le 14 novembre 2025, elle annonce sa candidature pour la mairie de Paris, pour les élections municipales de mars 2026, soutenue par la France Insoumise. Malgré sa mise en examen et son procès prévu en mai suivant, autour du slogan « Le nouveau Paris populaire », elle axe sa campagne sur la baisse du prix du logement dans la capitale et la création d'un service de l'éducation communale pour renforcer la politique scolaire et périscolaire de la ville de Paris. Pour Emmanuel Grégoire. Emmanuel Grégoire, qui est candidat à la mairie de Paris. Pour le 19 novembre 2024, Emmanuel Grégoire annonce publiquement vouloir représenter le Parti socialiste lors des élections municipales de 2026 à Paris. En décembre, il reçoit le soutien du premier secrétaire Olivier Faure et fait face à Rémi Féraud, sénateur de Paris et candidat soutenu par Anne Hidalgo, avec qui ses relations se sont dégradées après sa candidature à l'Assemblée nationale. Et Marion Valère, directrice du pavillon de l'Arsenal. Il remporte la primaire socialiste de gauche dès le premier tour avec 52% des suffrages exprimés. En décembre 2025, il obtient le soutien des écologistes, du Parti communiste français, Place publique et l'Après pour mener une liste regroupant l'ensemble des partis de gauche, à l'exception de la France Insoumise, dont la liste est menée par Jofa Chekirou. Il défend lors de sa campagne la baisse du coût des logements, l'amplification l'amplification du fait d'adapter de la ville au changement climatique et un réaménagement des berges de Seine. En avril 2024, Emmanuel Grégoire appelle à la réquisition des logements vacants en zone tendue, souhaitant que les collectivités puissent avoir la capacité de réquisitionner ces habitations afin d'assurer le droit au logement et de faire revenir de la population dans la capitale. L'élu de gauche estime que le droit de réquisitionner des collectivités devra être complété par une taxation efficace des résidences secondaires dans les zones tendues, rendant les villes plus équitables et aussi accessibles. Il espère parvenir ainsi à une meilleure mixité sociale en luttant contre la gentrification. Il propose que les collectivités puissent s'appuyer sur des données de consommation d'eau et d'électricité pour détecter les logements inoccupés ou
ou sous-utilisés. Le même mois, il s'oppose à la promotion sur des panneaux publicitaires du livre de Marguerite Stern et Dora Mouton, Transmanias. Selon lui, l'ouvrage propage un discours de haine envers les personnes transgenres, qui va à l'encontre des valeurs portées par la ville de Paris. Dora Mouton dénonce un acte de censure après que JC Deco a retiré la publicité. On va parler aussi de la maire sortante Anne Hidalgo, la maire de gauche, qui a été pendant 2 mandats maire de la mairie de Paris. Et après, on va finir aussi par Monsieur Bertrand Delanoë. Comme là, nous sommes du coup pour le premier tour des candidats de la mairie de Paris. C'est l'occasion de voir de façon un peu plus précise la qualité de nos candidats pour la mairie de Paris. Pour la maire sortante de la mairie de Paris, Anne Hidalgo, nommée inspectrice du travail à Chevilly-Larue en 1984 et rejoint en 1993 la délégation à la formation professionnelle au ministère du Travail. Entre 1995 et 1996, elle effectue une mission au Bureau international du travail à Genève, puis devient pendant 1 an chargée de mission auprès du directeur des ressources humaines de la Compagnie Générale des Eaux. Le 1er juillet 2011, Anne Hidalgo fait valoir ses droits à la retraite de directrice du travail à l'âge de 52 ans. Elle adhère au Parti socialiste PS en 1994. De 1997 à 2002, Anne Hidalgo travaille dans plusieurs cabinets ministériels du gouvernement Lionel Jospin. D'abord conseillère technique auprès de Martine Aubry, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, elle rejoint ensuite le cabinet de Nicole Perry. Secrétaire d'État aux droits des femmes et à la formation professionnelle de 1998 à 2000, où elle participe à l'élaboration des lois sur la parité et l'égalité professionnelle entre femmes et hommes. De novembre 2000 à mai 2002, elle est chargée des relations sociales et du statut des fonctionnaires au cabinet de Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Justice. Aux élections municipales de 2001, Anne Hidalgo est élue conseillère d'arrondissement dans le 15e arrondissement de Paris et intègre le Conseil de Paris. Le maire Bertrand Delanoë la nomme première adjointe chargée de l'égalité femmes-hommes et du bureau des temps. Faisant d'elle son bras droit sur ces questions, elle obtient ainsi son premier mandat électif au Conseil de Paris. Lors de la convalescence du maire après une agression en 2002, elle assure l'intérim de ses fonctions. Elle envisage également à titre exploratoire une candidature à la mairie de Toulouse en 2008. Elle se présente également aux élections législatives de 2002, dans la 12e circonscription de Paris, mais n'est pas élue. Lors des municipales de 2008, sa liste dans le 15e arrondissement arrive en tête au premier tour, mais échoue au second. Elle reste toutefois première adjointe chargée de l'urbanisme et de l'architecture et préside le conseil d'administration de l'Atelier parisien d'urbanisme. Anne Hidalgo
Élue au Conseil régional d'Île-de-France en 2024, sur sa liste conduite par Jean-Paul Huchon, Anne Hidalgo est réélue en 2010 après avoir conduit la liste de gauche socialiste à Paris. Anne Hidalgo, elle devient membre de la commission de la culture et présidente de l'organisme Île-de-France-Europe, chargée de représenter la région à Bruxelles. Après son élection à la mairie de Paris, elle démissionne du conseil régional. En 2012, Anne Hidalgo annonce sa candidature pour succéder à Bertrand Delanoë aux élections municipales de 2014. Elle est désignée tête de liste du parti de gauche socialiste à Paris, conduit la campagne municipale et remporte la majorité au Conseil de Paris. Dans le 15e arrondissement, sa liste est battue, faisant d'elle la première maire de Paris élue sans être majoritaire dans son propre arrondissement. Au second tour, sa liste remporte la majorité au Conseil de Paris et le 5 avril 2014, elle est élue maire, devenant la première femme à occuper ce poste. Conformément au statut de Paris, elle exerce également les fonctions de présidente du conseil départemental. Mairie de Paris. Pendant le mandat d'Anne Hidalgo, la dette de la ville de Paris continue d'augmenter, passant de 3 milliards à 8 milliards d'euros entre 2014 et 2021, soit une hausse de 110%. La mairie conteste toutefois le chiffre de 8 milliards annoncé par le ministère de l'économie, avançant 6 milliards dans ses comptes administratifs. Ce décalage s'expliquant par le versement anticipé de loyers des logements HLM. L'agence Fitch rétrograde la notation financière de la ville de Paris à AA- en 2021, tandis que Standard & Poor's la maintient à AA en 2020, mais modifie ses perspectives de stable à négative. Malgré ces critiques, le JL City Research Center classe Paris en 2017 comme la troisième métropole la mieux gérée au monde, saluant ses programmes d'infrastructure, tandis que la Cour des comptes pointe des ajustements comptables, notamment pour la dotation d'amortissement. Malgré cela, la mairie réitère l'opération. Pour remettre les comptes à l'équilibre, Anne Hidalgo relève la surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres biens meublés non loués, augmente les tarifs de stationnement parking de 180% en 2015 et procède à une majoration des droits des mutations de 3,8% à 4,5% en 2016, afin de compenser la hausse du RSA. Elle réduit également les abattements sur les résidences secondaires. Anne Hidalgo propose de simplifier les structures municipales, notamment en fusionnant la commune et le département de Paris et en regroupant les quatre arrondissements centraux. Réforme concrétisée par la loi de février 2007 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Lors des élections municipales de 2014, elle promet de créer un budget participatif, permettant aux Parisiens de concevoir, décider et voter sur certains projets. En 2016, 100 millions d'euros y sont consacrés, faisant de Paris la capitale mondiale du budget participatif. Des critiques sont cependant émises sur le mécanisme de sélection et le chiffrage des projets. En novembre 2022, revenant sur sa promesse de ne pas augmenter les impôts locaux, Anne Hidalgo propose de faire passer le taux de la taxe foncière de 13% à 20% pour 2023, justifiant cette mesure par la situation financière de la ville et la nécessité de maintenir les services publics.
Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, critique la gestion municipale, notamment le nombre de fonctionnaires. En réponse à ces accusations concernant les logements parisiens, la maire porte plainte. En 2023, le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires augmente de 52%. La surtaxe imposée par la mairie de Paris s'élève à 60%. Maintenant, je veux parler aussi de l'ancien maire qui a précédé Anne Hidalgo, qui fut Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë, né le 30 mai 1950 à Tunis, en Tunisie, est un homme politique français. Membre du Parti socialiste PS, il est conseiller de Paris de 1977 à 2014. Député de 1980 à 1986, sénateur de 1995 à 2001, puis maire de Paris de 2001 à 2014. Avant la mairie de Paris, il adhère au Parti socialiste PS en 1971. Il fait ses premiers pas en politique à l'âge de 23 ans, à Rodez, en tant que secrétaire de la Fédération socialiste de l'Aveyron. Il est remarqué pour ses talents d'orateur par François Mitterrand, alors premier secrétaire du PS, qui le fait monter à Paris au début des années 1970. Aux élections municipales de 1977, il est élu au Conseil de Paris, en compagnie de Lionel Jospin, Claude Estière et Daniel Vélan, sur la liste de gauche emmenée par le député communiste Louis Bello. Aux élections municipales de 1983 et de 1989, il est candidat sur la liste du 18e arrondissement de Paris, conduite cette fois par Lionel Jospin, toujours aux côtés de Claude Estière et Daniel Vélan. Mais la bande du 18e est battue en 1983 comme en 1989 par le RPR Alain Juppé, la droite réalisant d'ailleurs le grand chelem. Sur la capitale, à chacun de ces deux scrutins, les membres de ces groupes trouvent plus tard leur apogée en 2001, Bertrand Delanoë du maire de Paris. Lionel Jospin est Premier ministre. Daniel Vélan, ministre de l'Intérieur, et Claude Estier, président du groupe socialiste au Sénat. Il est élu député PS, Bertrand Delanoë de Paris. Bertrand Delanoë est élu député PS de Paris en 1981, dans la circonscription de Montmartre, 18e arrondissement de Paris, emportant le scrutin avec 53% des voix contre son adversaire politique et néanmoins ami Joël Le Tac, compagnon de la Libération, sortant et réélu sans discontinuité depuis la première législature de la Ve République. Il devient alors porte-parole du PS, soit numéro 3 national. À l'occasion des élections législatives de 1986 qui ont eu lieu à la proportionnelle départementale, il tente de quitter Paris pour s'implanter électoralement à Avignon. Mais son parachutage est refusé par les militants locaux. Il s'investit alors davantage dans ses activités professionnelles de conseil en communication, tout en conservant sa place au Conseil de Paris. En 1988, il est candidat aux élections législatives dans la 18e circonscription de Paris. Il est alors battu par le candidat RPR Alain Juppé, conseiller du 18e arrondissement, adjoint au maire de Paris et ancien ministre du budget. En 1993, il succède à Georges Sarr, démissionnaire à la suite de son départ pour le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement, comme président du groupe socialiste au Conseil de Paris, gauche.
devenant ainsi le chef du principal groupe de l'opposition municipale. En 1995, il mène la campagne municipale de la gauche parisienne contre Jean Tibéri, candidat RPR à la succession de l'ancien maire Jacques Chirac, élu président de la République. Les listes de gauche remportent alors 6 arrondissements: 3e, 10e, 11e, 18e, 19e et 20e arrondissement de Paris. Sur les 20 que détenait la droite depuis 1983, en septembre 1995, il est élu sénateur PS de Paris et devient secrétaire de la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Au moment des débats sur le Pax, il défend ce dispositif, mais s'oppose à toute idée de mariage entre personnes de même sexe. Au nom de la lutte contre le communautarisme, il changera d'avis, une fois élu maire de Paris, lorsqu'il participera à la première marche des fiertés de son mandat, demandant l'instauration du mariage entre personnes de même sexe. Élection à la mairie de Paris. La droite, divisée aux élections municipales de mars 2001, avec 2 candidats, Jean Tibéri, maire RPR, dissident et sortant, et Philippe Séguin, ancien député RPR des Vosges, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien président du RPR, allié à l'UDF et DL. De leur côté, la gauche socialiste organise des primaires entre Jacques Lang, alors maire de Blois, et Bertrand Delanoë, chef de l'opposition municipale depuis 1993, mais peu connu du grand public. Contre toute attente, Jacques Lang abandonne la compétition pour devenir ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de Lionel Jospin, permettant à Bertrand Delanoë de remporter l'investiture avec pour mission de rassembler la gauche. Au soir du second tour, le 18 mars 2001, les listes d'Union de la gauche et des Verts obtiennent 49% des voix, contre 50% à la droite divisée, 32% pour les listes Séguin, 15% pour les listes Tibéri et 2% pour les listes d'hiver droite. Minoritaire d'environ 4000 voix, mais majoritaire en nombre de conseils de Paris, la gauche gagne 12 arrondissements sur 20. La géographie électorale confirme la traditionnelle fracture géographique droite-gauche de Paris. Tous les arrondissements gagnés par la gauche se situent à l'est et au centre-est. Le 25 mars 2001, Bertrand Delanoë est élu maire de Paris. Il succède à Jacques Chirac, dont le mandat aura duré 18 ans, et à Jean Tibéri, 6 ans. C'est la première fois depuis 1871, lors de la Commune de Paris, que la gauche, grâce à son alliance avec les écologistes, prend en contexte révolutionnaire la tête du conseil municipal. Il n'y a pas eu de maire de Paris de 1871 à 1977.